Rebonsoir tout le monde. Super talk de Valentin juste avant. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de repartager avec lui en plus avec toutes ces années. Nous allons poursuivre la soirée avec notre troisième et dernier talk de cette quatrième et dernière journée de la ParisTestConf. Je vais accueillir donc dans quelques instants David Rochelet de la société Data Solutions. Bonsoir David, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Alors, tu vas nous parler, si je ne dis pas de bêtises, d'équipe et également quels outils peuvent être mis à disposition des test leads avec des approches orientées lean, si je me trompe pas. Alors, des approches orientées. Pardon. Ça marche. Vas-y, je t'entends bien. Des approches orientées qualité, mais d'une façon un petit peu générale, parce que je viens en fait plutôt du milieu de la qualité, pas dans le logiciel. Et surtout des aspects humains qui vont être très importants. Et c'est un petit peu un retour d'expérience de ces 4 dernières années chez Data Solutions. Eh bien, super. Écoute, je lance la diffusion, ton partage, et je te souhaite un très bon talk et à tout à l'heure. Merci. Donc, je vais vous présenter, après 4 années passées chez Data Solutions, un petit peu la manière dont s'est construite l'équipe actuelle, notre équipe, comment elle est structurée, comment elle s'est structurée, et un petit peu comment on a aussi structuré ce qui nous permet de travailler nos outils, nos manières de faire, nos process. Je commencerai par une petite introduction pour vous présenter le contexte, les différents aspects qu'on a pris en compte pour construire cette équipe, pour construire nos outils, comment on a fait nos choix, qu'est-ce qui nous a semblé important dans l'équipe. La roadmap, c'est-à-dire par quelle étape on est passé. Il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut identifier. Un petit peu le profil de l'équipe actuelle. Qu'est-ce qui la caractérise? C'est quoi ses points forts? Qu'est-ce qui est important? La même chose pour la stack technique. Finalement, nos outils, quelles sont les caractéristiques de ces outils? Avec une explication finalement du pourquoi ces caractéristiques-là. Une petite conclusion et je répondrai avec plaisir à vos questions. Le contexte. Alors, il y a 4 ans, on n'était pas nombreux à faire du test chez Data Solutions. Pas nombreux en tant que QA. Je vous expliquerai un peu plus tard le en tant que QA. L'idée, c'était de dire, on faisait du test, il y avait des testeurs, il n'y avait pas vraiment de pôle QA. Et petit à petit, au cours des années, le nombre de projets qui ont eu besoin de qualité, le ressenti du besoin de la qualité, la sensation d'avoir besoin de faire des choses, de mettre en place des choses pour mieux livrer, pour accompagner la croissance de l'entreprise. On a gagné des clients, on a gagné des projets plus gros, plus complexes. On est plus nombreux aujourd'hui, avec des compétences plus variées. Et donc, avec cette croissance vient le besoin de mettre en place des choses pour livrer mieux, plus vite, pour que tout le monde soit plus serein et pour pouvoir aussi répondre à un certain nombre de besoins, mieux intégrer les nouveaux, par exemple. Et un besoin aussi, donc là, qui vient plutôt des gens qui font partie de la qualité. Alors, les QA en premier, mais aussi certains développeurs, certains chefs de projet, les personnes qui travaillent avec nous, de développer et de donner une identité à ce métier de la qualité chez Data Solutions. Finalement, un testeur chez Data Solutions, un qualiticien chez Data Solutions, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on peut se reconnaître en tant qu'acteur de la qualité? Alors, le profil Data Solutions, on est une ESN, on a à peu près 200 clients, on a à peu près 300. Une des caractéristiques, c'est qu'on a des agences en France, donc sur le même fuseau horaire avec la même langue, et on a quelques agences aussi dans d'autres pays, en Australie notamment, donc avec des équipes anglophones sur un fuseau horaire différent. Et ça a marqué la manière dont on travaille la partie qualité. Et on a, donc, une caractéristique, c'est de produire des solutions e-commerce, des solutions digitales et de e-commerce. Donc, ces différents éléments vont, en fait, jouer sur la manière dont on fait nos choix, dont on ressent la qualité. La problématique qu'on a, c'est l'augmentation du niveau de qualité sur les projets.
Il y a plein de caractéristiques qu'on avait il y a 4 ans, même avant, qui font que la manière dont on testait était bien, mais avec voilà, l'augmentation du volume, l'augmentation de la vitesse de livraison, l'augmentation de la complexité technique, fait qu'on est obligé de franchir des pas régulièrement en termes de qualité. Fiabiliser les livraisons, donner confiance dans le fait qu'on est capable de livrer plus complexe, plus vite, mieux, et des choses qui correspondent à ce que nos clients nous demandent. Alors, quand le nombre de clients augmente, la complexité augmente aussi des demandes. Donc, on est obligé aussi de s'adapter. Une des exigences, ça c'est très important, notamment pour l'équipe QA, notamment pour ceux qui travaillent sur des petits projets, c'est qu'on essaie d'avoir à cœur le fait de servir nos petits clients aussi bien que les plus gros. C'est-à-dire que quelle que soit la taille du client, c'est pas parce qu'on est un petit client, une petite PME, qu'on sera moins bien servi que nos plus gros clients. Et pour ça, il faut faire des choix techniques, il faut faire des choix humains, il faut s'organiser pour que ça fonctionne. Et donner de la perspective au métier d'ingénieur qualité au sein de Data Solutions. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai enjeu parce que fidéliser les équipes, les former, les motiver, ça veut dire leur donner l'occasion de se reconnaître dans leur métier. Et c'est important parce que le métier de qualiticien, très peu de gens viennent d'une formation de qualiticien chez nous. Donc il faut leur donner cette vision, cette capacité à se reconnaître dans ce qu'elles font au quotidien. Les différents aspects qu'on prend en compte. Donc là, la question c'est, finalement, on n'a pas d'équipe pour l'instant. Donc je me projette dans le passé. Qu'est-ce qui nous paraît important? Comment est-ce qu'on va dire, si je dois construire une équipe, si je dois mettre des choses en place, je regarde quoi? Le premier aspect, c'est le besoin. Pourquoi on a envie de faire de la qualité? Et ce besoin, c'est un besoin qui est déjà global. C'est-à-dire que malgré tout, même si des fois, dans le fait de devoir livrer, dans le fait d'être un peu chargé sur certains projets, on sent qu'il y a quand même un besoin de faire bien. Chacun à sa manière, chacun avec les contraintes qui sont liées à son métier. Un développeur ne va pas avoir la même manière d'exprimer ce besoin qu'un chef de projet ou un client. Mais on a envie, tout le monde a envie que ça marche bien, qu'on soit content du résultat, qu'on en soit fier même, et que il y ait le moins d'accroche possible pour qu'il y ait une bonne ambiance, de bonnes relations entre nous et les clients, qu'on ait envie de continuer sur des nouveaux projets les années suivantes. Donc la mise en place d'organisation, elle va répondre à ce besoin. Comment est-ce qu'on s'organise pour que ça marche? Et la qualité du point de vue de l'équipe, si je dis je dois mettre en place quelque chose, fournir quelque chose qui va aider les gens, et finalement, on revient à certaines notions de marketing et on est en train de construire un produit ou un service. Et en fait, quand on veut mettre en place une équipe, la QA, ça va être la qualité. Pas forcément que la QA, ça va être l'engineering qualité. On va la structurer autour de ce mot, la qualité. Et la qualité, on va la définir ensemble. On va en définir les caractéristiques. Et on va tout faire pour que cette culture de la qualité, on la mette en place, on la réalise tous les jours et on la diffuse dans les équipes. Le deuxième aspect, qui est très important, c'est la culture de l'entreprise. Data Solutions, c'est avant tout une entreprise de développeurs. Ce sont des gens techniques qui aiment leur métier, qui ont l'habitude de voir passer du code, qui ont l'habitude de voir passer des choses assez techniques, de collaborer avec des gens techniques, avec des métiers qui sont très spécialisés, des métiers de spécialistes, des métiers qui peuvent demander beaucoup de compétences, beaucoup de concentration, beaucoup d'heures de travail. Et voilà, ça structure aussi la manière dont on fait la qualité. Cette qualité, elle sera technique, elle sera passionnée, elle sera très variée et elle aura à prendre en compte différents profils. Le milieu des ESN, où en fait, on n'a pas un client, on n'a pas un produit, on a des clients qu'on aide à mettre en place des solutions. Donc, finalement, la qualité, elle va être comment je peux mieux aider mes clients tout en permettant à mes équipes de le faire le plus sereinement possible. Avec des collaborateurs qui sont extrêmement variés,
et qui peuvent venir de milieux très différents. Donc, je ne suis pas forcément un développeur quand je viens faire de la qualité, je ne suis pas forcément un qualiticien quand je viens faire de la qualité. Je peux être un ancien chef de projet, je peux être un ancien commercial, je peux avoir travaillé dans l'automobile. Et donc tout ça, ça va aussi conditionner nos choix. Les outils existants, ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup sont issus de développement interne ou d'adaptation d'outils existants qu'on va relier entre eux. Ça, ce sont des choix qui ont été faits dans l'historique de la société, de développer des choses, des outils pour nous, qui nous ressemblent. Et cette culture de faire les choses nous-mêmes et de ne pas forcément toujours prendre ce qui marche le mieux à un instant T, mais de choisir aussi des outils sur lesquels on pourra agir, qui seront les nôtres. Ça se ressent aussi dans les choix qu'on a faits au niveau de l'équipe qualité. Les clients, un aspect très important. Donc nos clients sont assez variés. On a du B2B, du B2C, business to business, business to consumer, donc la vente au consommateur, qui peuvent être de tailles très très différentes. On a des PME comme on a des grands comptes. On a des clients qui ont un niveau d'intégration du développement agile et de l'agilité d'une façon générale. C'est très variable. On en a qui sont vraiment au niveau zéro, qui sont très à l'ancienne. Et puis, on a des clients qui sont très agiles, qui fonctionnent avec des squads, avec des coachs agiles, etc. Donc, des clients très variés, avec des attentes très différentes aussi. Certains ont beaucoup de temps, certains vont nous dire qu'ils n'ont pas du tout de temps. Certains vont avoir plusieurs projets en même temps, certains vont avoir des chefs de projet qui seront dédiés à ce projet-là. Et la qualité, elle doit s'adapter pour que l'ensemble des acteurs d'un projet, clients et nos équipes compris, on ait l'impression qu'on a atteint le but qu'on s'était fixé ensemble au départ. Les budgets sont aussi très variés. Donc on va avoir des projets sur lesquels le qualiticien, il va pouvoir passer, il sera à 100%, voire même il y aura plusieurs qualiticiens par projet. Et puis on va avoir des projets sur lesquels le QA, il aura une demi-journée, une journée par semaine. Donc des manières de procéder, et donc dans l'équipe, on va devoir avoir une équipe qui est capable de s'adapter à ça. Ça aussi, c'est très structurant pour l'équipe. Les hommes, et les femmes, c'est pour ça que j'ai mis un H. La particularité des QA de notre équipe, c'est qu'on a à peu près tous des parcours complètement différents. Donc, dans l'équipe QA, Data Solutions, on a des gens qui viennent de différents domaines de l'industrie, de différentes formations, qui ont fait différents métiers avant, plus ou moins liés au développement, certains pas du tout. Et on a des gens actuellement qui ont des profils techniques, certains sont des automaticiens, et puis des gens qui ont des profils pas du tout techniques, et qui donc vont être très fonctionnels, très orientés assistance à maîtrise d'œuvre, etc. Donc une multitude de compétences qui se révèlent complémentaires de plus en plus. Ça, je l'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Et des ambitions des métiers qui varient fortement selon les individus. Alors ça, si vous prenez chaque membre de l'équipe QA Data Solutions, aujourd'hui on est à 12-15 à peu près, et chaque personne va vous dire, moi la qualité je la vois comme ça, et mon métier je le vois comme ça. Et là-dedans, dans toutes ces réponses, on s'aperçoit que on ne peut pas imposer à tout le monde la même vision. On ne peut pas dire un qualiticien c'est ça. Mais par contre, il y a des choses qu'on a en commun. On a envie de faire bien, on a envie de faire partie d'une équipe, on a envie de s'intégrer dans les équipes projets, on a envie d'aider les clients, on a envie que notre métier soit valorisé. Donc il y a un certain nombre de points en commun. On a aussi envie d'apprendre. Et ça, c'est un des points communs les plus forts, c'est qu'on a tous envie d'apprendre et de progresser dans ce domaine de la qualité que par contre on a choisi. Que dans notre équipe, personne ne s'est vu imposer le fait de faire de la QA. Les outils. Alors les outils, ça va on peut parler de choses très compliquées, et on va aujourd'hui vers des choses assez complexes, mais les outils, ça a été à un moment donné de simples tableaux Excel ou des documents Word
que les gens rédigeaient à droite à gauche, en se disant, tiens, je vais tracer les tests que je fais. Donc, ça peut être la checklist sur Word, ça peut être le petit tableau sur Excel que je prends à chaque release pour tester mon livrable. Jusqu'à des chaînes d'outils intégrées, la CI/CD, le fait d'avoir du test automatisé régulièrement, etc. Les contributeurs, eux, ils sont habitués, alors par leur historique, les sociétés dont ils viennent, avant Data Solutions, la formation qu'ils ont pu avoir, ce qu'ils peuvent lire, ce qui les intéresse dans la vie. Si j'aime bien faire des sites en PHP de manière bénévole, par exemple, je vais avoir une certaine coloration. Et puis, si je ne suis pas du tout technique, peut-être qu'il y a des outils codeless qui vont me plaire. Parce que justement, je n'ai pas besoin d'apprendre à coder pour ça. Ça, c'est un point important à prendre en compte. Il faut le connaître. Il faut savoir ce que les gens ont envie de faire, avec quels outils ils sont à l'aise. Parce que faire de la qualité, quand on n'est pas à l'aise avec ces outils, c'est comme réparer sa voiture quand on a une caisse à outils qui n'est pas la nôtre. C'est très compliqué. La capacité des outils à demander de la mise en place, de la formation, et puis le coût de mise en place et d'utilisation de ces outils. Parce que on peut avoir un super outil, mais nous, on peut avoir aussi des projets qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si l'outil demande 6 mois de mise en place, l'outil sera en place après le projet. Donc, c'est dommage. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'évaluer chacun des outils et puis de faire des choix qui font que cet outil va correspondre au contexte, c'est-à-dire au délai du projet, au coût, à la capacité du client à l'utiliser aussi, pour certains outils, à la capacité du QA à se former rapidement pour être efficace. Sur un projet qui a très peu de budget, il faut des outils sur lesquels un QA nouveau peut rentrer assez rapidement. Sur des outils plus complexes, il va falloir dire cet outil-là, on va le déployer petit à petit sur plusieurs projets. Ce qui va laisser le temps au QA finalement de se familiariser avec, quitte à utiliser l'ancien outil en parallèle. Donc l'aspect outil est aussi important. Et l'aspect outil est lié à l'aspect humain. Donc on ne peut pas prendre les outils séparés des gens qui vont les utiliser. Le marché, parce que les clients, les collaborateurs, ils ont leur idée de la QA. Si vous demandez à un chef de projet c'est quoi un QA, il va vous répondre quelque chose. Si vous demandez à le CTO ce qu'il pense finalement de c'est quoi un QA, il va vous donner une autre réponse. Si vous demandez au client ce qui est un QA, il va vous donner encore une réponse différente. Donc cette réponse, elle correspond parfois à ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les vidéos qu'on va regarder aux conférences. Donc c'est important de recueillir, de prendre en compte cette image que se font les gens de notre métier, parce que ça va les amener à agir d'une certaine façon vis-à-vis de nous, à communiquer d'une certaine façon, à avoir un certain niveau d'exigence vis-à-vis de ce qu'on va faire. Le temps. Alors le temps, c'est un aspect qui n'est pas du tout matériel, mais le temps, c'est un facteur qui est présent en permanence, parce que on a un système de facturation qui est au temps passé pour la plupart de nos clients, et donc le temps, c'est quelque chose d'important, parce que ça va se convertir en argent, mais c'est aussi de simples faits. C'est que pour faire quelque chose bien et se rapprocher le plus possible de la perfection, il va falloir beaucoup de temps. Former quelqu'un, ça prend du temps. Comprendre le fonctionnement technique d'un projet, ça prend du temps. Et donc, on a toujours besoin de temps. Et en fait, on n'en a pas toujours. Parce que répondre aux besoins, c'est pas toujours compatible avec le temps nécessaire pour mettre en place la solution parfaite. Et donc, il va falloir trouver le compromis entre j'ai une échéance et je dois livrer quelque chose à une certaine date. Et je ne dois pas bloquer la production, parce que on parlait d'un bottleneck dans une conférence précédente. Si on passe trop de temps à mettre en place un outil pendant un projet, on se retrouve bloqué à un moment donné. Donc c'est important cet aspect temps, parce qu'il faut l'avoir en tête, et il faut que toute l'équipe soit à l'aise avec les délais et le niveau de qualité qu'on va souhaiter atteindre à la fin.
en sachant qu'on va devoir sacrifier peut-être certaines choses. Les ambitions des collaborateurs. Chaque collaborateur vient avec sa vision de la QA. Un des aspects importants, par exemple, quand j'ai un entretien avec un candidat, c'est votre vision, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre activité quotidienne de QA? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez faire comme tâche? Comment vous voyez votre journée? Et chacun, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que chacun a finalement intrinsèquement une idée de ce qu'il a envie de faire et de ce qu'il a envie de faire de son métier, c'est-à-dire vers quoi il souhaite évoluer et quelle est sa vision du QA finalement ultime, parfait. Et une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui a cette vision-là, qui la met en œuvre, qui collabore et qui comprend le fait que les autres n'aient pas la même vision d'une part, mais qu'ils aient aussi des besoins. C'est-à-dire que je suis un QA fonctionnel, j'ai des capacités pour comprendre une expression de besoin d'un client. Je suis un automaticien, j'ai une facilité pour coder un test automatique, créer des tests pour comprendre du code. Mais j'ai plus de difficultés pour comprendre des spécifications. Et les deux ensemble, s'ils ont cette empathie finalement mutuelle, vont réussir à travailler ensemble. Et tant qu'on n'aura pas cette empathie, tant qu'on n'aura pas cette ambition de développer cette empathie, on n'arrivera pas à faire fonctionner une équipe. On aura des gens séparés, très compétents, mais incapables de comprendre. Et si je ne comprends pas non plus mon client et mon chef de projet, ça sera encore pire. Donc la qualité, c'est aussi de l'empathie. C'est beaucoup d'empathie. C'est l'empathie de se poser la question de quel est l'état d'esprit de l'équipe du client, quelles sont les ambitions de chacun d'entre eux, et comment je fais pour apporter cette valeur ajoutée et pour apporter de la sérénité par le process, par la qualité, par des livraisons fiables. La communication, la formation et l'empathie, on tend vers ce qu'on appelle des profils en T, c'est-à-dire que j'ai une compétence principale pour chacune des personnes, un groupe de compétences, mais la communication, la formation et l'empathie, ça me permet de développer toutes ces compétences annexes. Si je suis quelqu'un qui a une compétence commerciale, une capacité à communiquer avec le client, je vais quand même développer une capacité, par exemple, à comprendre un test automatique, comment ça fonctionne, comment on le spécifie, qu'est-ce que je peux apporter à l'automaticien pour qu'il puisse travailler avec moi et m'aider dans ma tâche. Et puis l'aider aussi, lui, dans sa tâche, pour qu'il puisse faire vraiment son travail. Donc on a une équipe variée, avec des gens compétents, des gens qui sont assez passionnés. Et petit à petit, ça aussi, l'aspect temps est important, c'est en apprenant à se connaître les uns les autres que les gens vont développer cette empathie et cette capacité à travailler ensemble, à s'entraider mutuellement. Les technologies utilisées par les équipes de développement. Alors, chez Data Solutions, la caractéristique, c'est que comme on a beaucoup de clients très différents, on a aussi beaucoup de technologies différentes utilisées pour répondre à ces besoins. Donc, sur les aspects e-commerce, on va avoir Intershop, on va avoir Magento, on va avoir différentes plateformes e-commerce, on va avoir des PIM, on va avoir différentes méthodes pour héberger, différentes méthodes pour gérer les projets, on va avoir du Jira, on va avoir du Redmine. Donc c'est très varié. Et donc il faut trouver en face l'organisation et le jeu d'outils, ce qui peut être la stack technique, qui va permettre de manière fiable de produire et donc d'aider le client à atteindre, l'objectif, de l'accompagner vers cet objectif en produisant avec lui, en l'aidant à nous expliquer ce qu'il veut, ce qui est un des points les plus complexes finalement, en limitant les temps d'apprentissage, parce qu'on n'a pas envie de passer 6 mois à apprendre des outils pour un projet qui dure 2 mois. Et on n'a pas non plus envie d'y passer 6 mois, même si le projet va durer 3 ans. L'idée, c'est aussi de favoriser de l'adaptabilité. On sait que les équipes vont changer, on sait que les outils vont changer. On est dans des métiers qui changent en permanence. On sait même que le besoin va changer. Donc, on ne va pas aller chercher un jeu d'outils qui va nous demander de tout remettre à plat tous les 6 mois en perdant le travail effectué. Donc, on va chercher des technologies, des outils
que les gens, avec lesquels les gens se sentent à l'aise, avec lesquels ils auront envie d'apprendre et qui vont être capables de faire évoluer de manière autonome, sans avoir besoin forcément d'aller toujours chercher un expert, etc. Donc ces technologies, ce contexte technologique très varié, qui bouge beaucoup, ça veut dire que en permanence, il faut que cette équipe QA, elle soit capable de le comprendre, elle soit capable de l'utiliser, et elle soit à l'aise avec pour pouvoir au mieux accompagner les équipes. Là, on parle vraiment d'accompagnement. C'est-à-dire que le QA, il va comprendre comment ça marche, il va comprendre comment on met en œuvre, comment l'entreprise met en œuvre ces technologies pour répondre aux besoins de ses clients. Et après, il va pouvoir déterminer quels sont les risques, tous les aspects qu'on connaît en qualité, c'est-à-dire je détermine mes risques, je détermine ce que je mets en place, qui peut être des tests, qui peut être une meilleure communication, qui peut être une meilleure spécification pour pouvoir livrer de manière fiable. Les technologies maîtrisées par les QA, oui, parce qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi ce que notre équipe maîtrise. Donc là, on revient un petit peu au background de chacun des QA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il maîtrise comme technologie. Et surtout, le contexte varie beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on va à un moment donné savoir un petit peu, quand on recrute la personne notamment, qu'est-ce qu'il sait faire, mais surtout, ce qu'il faut essayer d'imaginer, et ça, c'est pas facile comme exercice, ça peut se faire en équipe. C'est dans 2 ans ou 3 ans, telle ou telle personne, elle en sera où de son niveau de maîtrise par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'elle aura appris, qu'est-ce qu'elle aura désappris peut-être, c'est-à-dire quelles sont les technologies, les choses qu'elle aura moins utilisées, quelles sont les habitudes qu'elle aura perdues, gagnées, en travaillant sur certains types de projets. Si on a un projet avec beaucoup de data, comme les PIM par exemple, les gestionnaires de produits, on va avoir beaucoup de données. Donc des process de traitement de données, des workflows, des choses assez carrées, avec des dictionnaires de données. Donc ce qu'on voit, c'est que les QA sur ces projets-là sont assez carrés, extrêmement méthodiques. Parce que ils ont besoin de vérifier beaucoup de données, ils ont besoin de s'assurer que cette donnée, elle est conservée dans le temps, elle est fiable, elle est bien stockée au bon endroit, etc. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de faire évoluer cette qualité et de l'imaginer, surtout, dans 3 ans. Donc là, on se projette. Les possibilités de collaboration avec les autres acteurs. Alors, chaque projet, chaque client, chaque équipe va être plus ou moins à l'aise, pas forcément volontairement, sur le fait d'impliquer les QA dès les premières étapes, dès les premiers ateliers, dès les ateliers UX, etc. Et donc ça, il faut qu'on s'y adapte. Ça veut dire qu'il y a des phases sur lesquelles il faut qu'on soit présent, plus qu'ailleurs. Il y a des phases sur lesquelles il va falloir beaucoup plus accompagner. Comment est-ce qu'on peut vous apporter de la valeur ajoutée, en sachant on sait très bien que un problème détecté au moment de la spécification sera moins impactant qu'un problème détecté au moment de la livraison en production. Et donc, ça veut dire que une équipe qui ne sait pas nous impliquer dès le départ, il va falloir l'accompagner, lui expliquer pourquoi c'est important, et expliquer comment faire pour impliquer au maximum le QA dans les premières phases, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et aussi accompagner le client sur quelles étapes, et comment il doit aussi collaborer avec cet aspect qualité. En sachant que le client aussi, un point important, a aussi son process qualité, qui n'est pas le même que le nôtre. Et ses attentes au niveau qualité ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Donc il y a des points, des fois un petit peu d'accroche, des points sur lesquels on va trouver des points communs, sur lesquels on va pouvoir collaborer facilement, trouver des liens facilement. Et donc c'est extrêmement important d'arriver à collaborer dès le début et de communiquer, de collaborer, de trouver ce qui finalement sont les attentes de chacun des acteurs pour pouvoir être efficace dans la collaboration quotidienne. Les opportunités. Alors ça, c'est un petit peu le résultat de tout ce qu'on a vu avant. Finalement, chaque personne dans l'équipe en général, et puis nos collaborateurs aussi, donc un chef de projet, un développeur, un client, etc., on va tous passer à un moment donné à côté d'une opportunité. Et notre équipe QA, il faut qu'elle soit capable, petit à petit,
de saisir ces opportunités et puis qu'elle soit capable de les utiliser. Si on n'a pas les outils et les bonnes personnes, et qu'il y a une nouvelle technologie qui sort et qui est très bien, qui nous permet de mieux servir nos clients, ben on sera incapable de prendre cette opportunité et de la transformer en valeur ajoutée. Finalement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être à l'écoute. Ça se fait beaucoup de manière collaborative, en échangeant beaucoup. Chaque client va pouvoir justement nous apporter quelque chose, même sur des petits projets. C'est là que les petits clients sont importants, parce qu'ils nous apprennent aussi beaucoup quelles sont les contraintes des PME françaises, qui sont quand même la majorité des entreprises en France. Et on s'aperçoit que ces petits clients ont des besoins, ont des attentes d'accompagnement, ont des attentes en termes de développement, de structuration de leurs données, par exemple. Ça, c'est un besoin qui est commun dans beaucoup de PME. Et cette structuration des données, c'est un petit peu de la qualité aussi. Donc ça veut dire que là, il y a une opportunité de bien accompagner le client. Et que finalement, ce n'est pas le test à la fin technique ou des fonctionnalités de ce qu'on va développer. C'est déjà dès le départ, comment expliquer au client, comment bien organiser sa donnée pour bien nous la fournir, pour qu'on puisse développer quelque chose derrière qui soit fiable pour lui et qui corresponde à ce qu'il attend. Et donc l'équipe, elle doit être capable de saisir ces opportunités. Et ça, il faut développer l'équipe et l'aider à progresser de cette manière-là. Alors la roadmap, finalement, ça va être par quelles étapes est-ce qu'on est passé. Alors la première étape, j'appelle l'étape 0. On s'en rend pas souvent compte quand on commence. On a l'impression on dit souvent il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de QA. Si, en fait, il y avait de la QA. Sauf qu'elle n'était pas visible. Si vous prenez n'importe quel projet, il y a toujours quelque part dans un projet, dans une entreprise, quelqu'un qui teste. Alors, je fais un petit salut à Damien de NewQuest, parce que dans une entreprise, on dit non, nous on ne fait pas de QA, on ne sait pas ce que c'est. Si, il y avait quelqu'un, une petite main, qui prenait les projets, qui prenait les tickets et qui les testait un par un. Et cette personne, c'était un QA finalement. Et même si elle ne s'appelle pas QA, même si elle ne s'appelle pas testeur, il y a toujours quelque part quelqu'un qui prend ses petites mains et puis qui va essayer de tester avant de livrer au client, qui va essayer de vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a envie de livrer et de s'assurer que quand il va aller voir le client et quand l'équipe va aller voir le client va être content. Parce que c'est ça la vraie question finalement. C'est est-ce qu'à la fin, mon client sera content? Le constat numéro 2, c'est que dans l'équipe, chez le client, il y a toujours, malgré tout, on a l'impression dans le temps réel que des fois, c'est pas vrai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une volonté de bien faire. C'est-à-dire de rendre le client content, d'avoir des développeurs qui sont contents de venir travailler. J'ai jamais vu un chef de projet dire ah mais moi je m'en fous de mes développeurs. J'ai jamais vu un qui dire moi je m'en fiche que l'équipe s'en foute de la qualité. Et puis j'ai jamais vu un client dire moi je m'en fiche que les gens soient pas contents de travailler pour moi. Des fois dans le rush du quotidien, on a l'impression que les gens s'en fichent un peu. C'est pas vrai. Les gens ils aiment travailler, ils aiment ce qu'ils font. Et donc il y a une volonté de bien faire. Et cette volonté de bien faire, c'est elle qu'on doit exploiter. Le constat numéro 3, c'est que la culture, les contraintes internes ou externes, ça vient souvent frustrer cette volonté de tester, de satisfaire le client et de bien faire. C'est-à-dire que quand on doit aller plus vite, quand on doit faire avec moins, quand on a des fois un environnement de test, qu'on n'a pas assez d'environnement de test, qu'on a un jeu de données trop faible, quand on a des spécifications qui sont floues ou qu'on a du mal à comprendre, quand on a un développeur qui est trop junior pour le projet, pour la technicité du projet. Ça vient frustrer finalement cette envie de bien faire, ça crée des éléments d'insatisfaction et ça vient faire penser que les 2 premiers points sont faux. Donc ça, il faut y faire assez attention parce que la première étape, la première chose à se mettre en tête quand on veut développer de la qualité, c'est que les gens ont envie d'avoir cette qualité dans une entreprise. Ils ont envie que l'entreprise progresse, donc forcément, ils ont envie de bien faire leur métier. Et s'ils ont choisi ce métier, c'est parce qu'ils l'apprécient. Donc l'étape 0, c'est éviter
problème majeur l'étape majeure du problème en production, quand on ne teste pas. Donc, il faut trouver les gens qui testent. Et puis, des fois, on est obligé de commencer cette étape 0 en disant on va commencer par tester. Ce que souvent les gens font intuitivement, se dire tant pis, moi je vais me prendre les tickets et puis je vais les tester un par un. Et je vais regarder chaque fois qu'un développeur commit, je vais refaire mes tests. Et ça finit avec des longs fichiers Excel avec une liste de tests ou des checklists. Mais il y a toujours quelque chose. L'étape 0, c'est ça. C'est je suis tout seul et j'essaie de faire quelque chose qui marche. L'étape 1, c'est ce que j'appelle donner un espace-temps au test. On sait maintenant qu'il y a des gens qui testent. Et il faut rendre visible. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour que quand quelqu'un teste, on sache qu'il y a quelqu'un qui teste. Pour que quand il y a un moment où on teste, on sache que ce moment-là, je viens de livrer, je viens de pousser un commit, je viens de déployer, je suis juste avant livraison client. On identifie ces moments. À quel moment, quand, qui teste. Donc, on peut faire un qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et puis déterminer à quel moment on va tester. Et ça, c'est très important de savoir à quel moment il y a du test, où est-ce qu'il y a du test avant de progresser. Donc au départ, c'est très peu visible, et puis on va identifier, on va marquer ces tests-là, on va communiquer dessus. Et il faut être mesurable, c'est-à-dire à quel moment on va tester quoi, qu'est-ce qu'on va tester, comment on va le tester, et qui va le tester. Parce que on va identifier les acteurs, c'est eux qui ont la connaissance. Et c'est eux qui vont pouvoir dire, ça je ne le teste jamais parce que je ne sais pas comment faire. Donc on commence aussi à se dire, finalement, le point 0, là où les QA vont pouvoir commencer à avoir une vraie valeur ajoutée, c'est en apportant ça, ça et ça, parce que ça, les équipes savent très bien le faire. Le QA, il peut être là pour essayer de récupérer un petit peu de connaissances. Mais là où les équipes disent, moi, je ne sais pas faire ça. Et il faudrait vraiment quelqu'un qui m'aide. Et là, vous avez marqué un point, parce que vous savez ce que votre client, finalement, attend de vous, ce que l'équipe attend de vous en tant que QA. Et vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là d'abord pour tester des tickets, vous êtes là pour comprendre quel est le besoin. Cet espace-temps, ça peut se matérialiser. Alors, un exemple classique, je ne devrais pas mettre TNR, je devrais mettre TR, test de régression. Ça peut être la petite séquence de TNR, de test de régression avant de livrer. Ça peut être la colonne tout test dans le tableau agile. Ça peut être une communication qui est faite. On a des tests unitaires ici. On a des tests automatiques qui tournent toutes les nuits. On a des tests d'intégration qui sont réalisés de telle ou telle façon. Ça peut être du manuel, ça peut être de l'automatique, etc. Alors, un exemple très abouti pour rendre visible ce qu'on fait, on le retrouve avec le TDD, parce que avant même de commencer à développer, je vais dire ce que je teste et comment je le teste. Donc là, c'est intéressant parce que c'est l'exemple entre guillemets presque parfait, où je sais, avant même de commencer à travailler, je sais exactement ce qui va être testé. Et je sais normalement quand ça va être testé. Mais ça, c'est un petit peu un idéal. Même si des fois, on y arrive quand même. Une fois que j'ai ça, je sais qui teste, comment, j'ai identifié ça, j'ai marqué, j'ai dit là, il y a un test, là, il y a un test, là, il y a un test. Je vais pouvoir dire, ces tests, ils ressemblent à quoi? Ils sont exécutés dans quelles conditions? Et qu'est-ce que je vais pouvoir, sur quels axes techniques, humains et organisationnels, je vais pouvoir travailler pour construire l'équipe, qu'elle choisisse ses outils, qu'elle choisisse comment s'organiser pour produire de la valeur ajoutée et atteindre les objectifs de faire bien, puisqu'on a dit que tout le monde voulait faire bien, même le client. Si on arrive à faire bien avec le client, on va gagner des clients, on va les fidéliser. Si on fait bien avec un collaborateur, on le fidélise. Il va vouloir rester, il va vouloir continuer à travailler, il va vouloir apprendre, il va vouloir faire mieux tous les jours. Et donc, il sera heureux. Le client sera heureux aussi. Et en général, c'est comme ça que les entreprises marchent bien. Une fois que les tests sont visibles, les moments, les éléments, etc., on connaît justement les pain points, donc les défauts et les points forts. Donc, on a une passe pour réfléchir à comment développer rapidement ce qu'on appelle une offre, finalement, c'est-à-dire la QA chez Data Solutions, c'est quoi? Je mets quoi dedans? Qu'est-ce que je propose à mes clients internes et externes? Les clients internes, ça va être les développeurs, les chefs de projet, la direction technique, etc. Puis mes clients externes, ça va être les clients, ceux à qui on va livrer. Donc, je vais construire une offre, un petit peu comme le ferait un start-upper sur son coin de table, en disant mon client attend quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des gens?
Donc il y a une vraie volonté d'aider dans la qualité, une vraie volonté d'aider les gens quand on veut monter ce genre d'équipe. Et ça se fait en équipe, en collaboration. David, je me permets, il reste un quart d'heure, j'ai vu le plan, je pense qu'il faut accélérer un tout petit peu. D'accord, mais j'en ai plus beaucoup non plus. Super, merci. Une fois que c'est réussi, cette offre, on va jouer le start-upper. C'est-à-dire qu'on va aller la vendre. Alors, en ce qui me concerne, ça s'est matérialisé par je fais mon PowerPoint, et puis je suis allé voir notre CEO, puis je suis allé voir les différentes équipes dans les agences, et puis je leur ai expliqué, voilà la qualité, c'est ça. Et chez Data Solutions, ce qu'on vous propose, c'est ça. Récupérer des feedbacks, récupérer des questions et avancer. Développer une offre et convaincre. Donc une offre, c'est une valeur ajoutée que l'on souhaite apporter à un groupe, à un ou un groupe de clients. Le porteur de l'offre, il veut toujours que son offre soit valorisée au maximum. On veut toujours en faire un maximum. Mais le client, lui, ce qu'il veut, c'est minimiser son effort. Parce que quand vous achetez du pain, et ben, le boulanger, il veut vous vendre le meilleur pain possible. Et puis vous voulez peut-être le payer le moins cher possible. Donc il faut toujours que les deux communiquent pour trouver le compromis idéal. Voilà, l'offre, c'est la stratégie de développement de l'équipe QA. Et pour ça, il faut comprendre le besoin du client. Là, on revient sur des bases de marketing. Comment est-ce qu'on développe une équipe et comment est-ce que finalement on développe cette offre-là. Donc on est encore un petit peu sur quelque chose de fermé, sur une équipe un petit peu fermée qui va se développer avant de prendre son envol. À cette étape, on va identifier les domaines, c'est-à-dire sur quoi je travaille, quels sont mes domaines principaux. Alors, ça peut être par exemple une plateforme, les différentes plateformes utilisées, les différentes technologies, les différents aspects humains sur lesquels on va travailler, la relation client, etc. Et surtout, on va commencer à réfléchir à on met qui en face, on met qui, quoi et on le met comment. Parce qu'aller vendre une offre avec des tests automatiques, si on n'est pas automaticien, c'est un peu risqué. L'étape suivante, on va justement mettre les moyens en face. J'ai convaincu les gens, je sais ce que je veux faire, les gens sont convaincus que ça va leur apporter quelque chose, et puis ils commencent à me donner des besoins. Donc, vas-y, là j'ai besoin de tests automatiques, là j'ai besoin de monitoring, là j'ai besoin d'avoir plus d'observabilité, là j'ai besoin d'aider mon client à mieux spécifier. C'est là où le recrutement va être intéressant. Parce que là, quand vous allez rencontrer des candidats, discuter avec eux, vous allez pouvoir leur expliquer. Donc cette offre-là, vous allez même la présenter aux candidats. Vous allez leur dire, mais moi je cherche ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et ça vous facilite le recrutement. Ça vous facilite le développement. Votre collaborateur, vous allez le voir une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Vous allez lui expliquer ça. Et il va vous dire, moi j'en suis là. Et dans ce que tu me proposes là, ça, je pense que je peux y arriver. Je peux t'aider là-dessus. Par contre, il manque peut-être telle ou telle formation. Boum, vous avez un plan de formation. Donc ça va vous aider, cette démarche, les 3 premières étapes, elles sont fondamentales pour réussir l'étape 4. Et on va développer les capacités de collaboration, c'est toujours extrêmement important. Une équipe, ce sont des gens qui collaborent. On ne gagne pas un match de foot en prenant le ballon et en courant tout droit. Vous allez forcément vous faire tacler à un moment donné. C'est encore plus visible en football américain. Et on va consolider la cohésion et la culture qualité. Et là, on est presque à l'étape où on va commencer à structurer l'équipe et à l'ouvrir. Donc à aller en plus diffuser cette culture qualité pour passer justement sur de l'accompagnement. Donc on n'est plus sur des ingénieurs, une équipe spécialisée, on est sur une équipe qui accompagne les équipes projets de plus en plus fortement et en les impliquant de plus en plus fortement. Et donc, on va avoir des leads, c'est-à-dire des gens qui vont se sentir naturellement. Moi, je suis super bon sur Intershop. Je sens que je peux former les autres membres de l'équipe, les jeunes. Moi, sur tel projet, je sens que j'ai envie d'aider l'équipe sur ce projet-là, qui est très gros, à avancer mieux. Moi, sur telle technologie de test automatisé, je sens que je peux prendre le lead et que quand il faut mettre en place quelque chose, on peut venir me voir. Parce que j'aime bien ça et je sais comment ça marche. Et si vous arrivez à faire ça, en expliquant les opportunités, en étant clair sur votre vision, vous allez avoir une équipe qui va se structurer quasiment naturellement. Les gens vont vous dire ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont vous faire confiance. Et ils vont vous dire, moi je veux aider là-dessus, moi j'aimerais bien aider là-dessus, moi je pense que je peux faire ça, etc. Moi je pense que l'équipe peut faire ça. Et ça va beaucoup vous aider.
Étape 6, très simple. Là, en fait, on va étendre le champ d'action. Donc, on a commencé par certaines compétences. Comme l'équipe se développe, les gens disent, moi, je pense qu'on pourrait développer ça aussi. Vous avez vos collaborateurs qui vous disent aussi, et vos clients qui vous disent, nous, on aimerait bien avoir ça en plus. Moi, j'aimerais bien avoir un test de performance sur mon site. Donc, vous allez développer, vous allez choisir vous allez avoir des opportunités. Et votre équipe, comme elle a envie de se développer et qu'elle commence à être assez autonome pour le faire, elle va s'en occuper. Elle va pouvoir être capable de saisir ces opportunités. Et là, de plus en plus, alors l'étape 7, elle vient avec les 2 étapes précédentes. Pendant le développement des projets, des solutions, des outils, vous allez avoir des équipes qui vont impliquer les autres. Les QA vont communiquer avec les développeurs, avec les chefs de projet, avec les clients, donc ils vont impliquer de plus en plus. Donc les développeurs vont aimer tester. Ils vont tester de plus en plus avec le QA parce qu'il y aura de la collaboration. Le client, il aimera tester. Le chef de projet, il va mieux comprendre comment le QA va pouvoir l'aider à tester. Il y a des équipes où on se répartit vraiment les tests entre le CP et le QA. Il y a des équipes qui vont aider. Le QA est surchargé, les développeurs vont intuitivement venir aider. Ils vont comprendre ce que le QA attend pour pouvoir bien tester. Donc cette étape 7, elle vient vraiment après et il faut vraiment toujours vérifier qu'elle est en route et que les équipes se sentent vraiment bien impliquées et que ce n'est pas une colonne isolée dans un tableau et puis on attend que QA est fini pour livrer en prod. C'est extrêmement important. Communiquer, c'est pas une erreur. C'est très très important de récupérer des feedbacks et d'expliquer ce qu'on fait. Finalement, le profil de l'équipe, alors je reviens sur le T-shaped, donc le profil en T. Chercher la compétence motivante et maîtrisée chez chacun des collaborateurs. Qu'est-ce que chaque QA aime faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et chercher les appétences, c'est-à-dire quelles sont finalement la base du T, c'est un T inversé, ce qu'il aime peut-être un petit peu moins faire, ce sur quoi il se sent moins à l'aise, mais qui finalement, il faut quand même le développer un petit peu pour qu'il puisse quand même collaborer avec les autres. Et ça, il faut chercher à le développer en permanence. Parce que c'est ce qui permet à l'équipe de fonctionner. Aller vers les autres, toujours aller vers les autres. Donc le QA, c'est pas quelqu'un qui s'assoit devant un écran et qui teste. C'est quelqu'un qui va vers les autres, qui teste, qui pose des questions, qui cherche à savoir comment il peut aider l'équipe, qui cherche à savoir comment il peut porter la qualité dans l'équipe et pour l'aider à avoir des clients satisfaits et puis surtout augmenter le plaisir. On n'a pas envie de traiter des bugs. Mais le bug, c'est finalement l'élément final. Donc, le bug, c'est le résultat de petits soucis qu'il y a eu pendant le développement. Donc, le QA, c'est celui qui va aller chercher ces éléments-là pour que l'équipe ait envie de développer et développe des choses qui lui fassent plaisir et qui fassent aussi plaisir aux clients. Orienter client. Un QA, c'est quelqu'un qui, par son comportement, va donner confiance. Donc, l'équipe, il faut développer sa capacité relationnelle avec les clients. Que ce soit les clients internes ou externes. Donc, capacité à parler avec les développeurs, capacité à parler avec le client, avec le langage du client ou du développeur, c'est pas le même. D'un côté, on parle technique, de l'autre, on va parler un peu plus spécification. Et donc, il faut former, sensibiliser, expliquer, peut-être des fois inverser les deux aussi, ou faire du peer testing, mais prendre 2 QA ensemble pour leur montrer un petit peu comment ça se passe sur 2 projets différents. Développer la vision long terme, regarder loin devant. Qu'est-ce qu'on va développer sur le long terme? Sensibiliser sur la vision, construire la roadmap et ajuster l'horizon. Donc là, on regarde loin, même si on se sent des fois un peu sous l'eau et tête dans le guidon, et on se dit la qualité dans 5 ans, ça sera ça. Et donc nous, on est là et on avance. Et même si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira mieux. On va livrer, on va faire le feedback et après, on va s'améliorer. Et l'équipe, elle est évolutive. Écouter, capter former les collaborateurs à détecter les opportunités et à avancer. Et à se construire eux-mêmes, et à proposer des choses, et à participer à l'équipe. Essayer d'avancer en permanence, même par petits pas, choisir et aider l'équipe dans ce sens. Ça, c'est le rôle du manager. Les outils, je suis un petit peu en retard, mais, les outils, donc, chez nous, les outils open source sont importants. On a beaucoup de projets, beaucoup de collaborateurs. Donc, des outils où il faut acheter des paquets de licences et où ça prend un petit peu de temps à chaque fois, c'est un peu contraignant.
Donc ça, c'est propre, par contre, chez nous. Les outils open source ont cette souplesse. On est une entreprise où il y a beaucoup de développeurs. On aime développer. Et donc, l'outil open source, c'est presque l'outil idéal. Parce qu'il arrive, il faut le construire. Donc, ça veut dire qu'il faut développer. Mais en échange, on y gagne une grande souplesse. On est capable de travailler, de les interconnecter, de comprendre le fonctionnement et de les modifier pour les adapter à notre besoin. Donc ça, c'est une des caractéristiques importantes. Je pense qu'elle correspond à un certain nombre d'entreprises. Quasiment toutes les entreprises utilisent des outils open source. Pour ces raisons-là aussi, c'est parce qu'ils sont disponibles et qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Elle doit être évolutive. Donc, je dois pouvoir maintenir mes outils. Et ils doivent être accessibles, donc pas écrits dans des langages où il y a 2 personnes d'entreprise qui les maîtrisent. Donc des outils écrits en PHP, des outils écrits en JavaScript, des outils basés sur Node sont extrêmement intéressants. Accessible. Si je commence à prendre des langages de programmation très complexes pour des QA qui finalement ne sont pas automaticiens, qui n'ont jamais touché à du code, je vais exclure une partie de mon équipe. Alors, un exemple, j'ai Cypress et puis c'est basé sur Node.js et je vais prendre des outils basés sur Node.js qui sont assez simples. En quelques commandes, j'arrive à expliquer à un non-développeur comment les installer sur son poste. Si maintenant, je vais lui expliquer comment écrire un script Gradle pour pouvoir installer des outils compliqués, etc., bon, ça va prendre du temps. Peut-être que ça va frustrer aussi, parce que la personne ne va pas y arriver. Donc, il faut choisir ces outils pour pouvoir être accessible, même aux clients, et pour pouvoir impliquer un peu plus. Alors, il y a la robustesse. J'ai un souci technique là. Il faut des outils maintenables et maintenus pour produire un code maintenable et qui permettent de profiter des opportunités. Si demain, j'ai un autre type de test à réaliser en plus de mes tests normaux, j'intègre par exemple du visual testing, il faut que mes outils soient capables de s'adapter et de s'interconnecter avec ça. Sinon, il va falloir que je reprenne mes outils, ça va être compliqué et du coup, ça va prendre du temps, ça va frustrer parce que on va demander des tests et qu'on n'arrivera pas à les faire dans les délais. Produire de la documentation associée, former et communiquer. On utilise tels outils, en voici les limitations, voilà où on en est dans leur intégration. Donc, aussi communiquer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et diffuser les connaissances pour que les développeurs, les chefs de projet et parfois les clients puissent nous aider. Et interconnectable. Donc j'accélère un peu sur la fin, je pense qu'il y aura quelques questions, mais en 4 ans, c'est un long chemin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment de quelques QA sur un coin de table à chaque étape, on a dû ajuster notre trajectoire, on a recruté des gens qui ont apporté de nouvelles choses. On a essayé de prendre en compte au mieux leurs besoins. Ceux des clients aussi, les clients aussi ont évolué. C'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes plateformes. La complexité augmente. Et donc, on a une équipe aujourd'hui, une douzaine de personnes qui a ces caractéristiques, qui collaborent ensemble. Et donc, c'est très agréable aujourd'hui d'arriver à ce chemin-là, sachant qu'il reste encore beaucoup d'étapes, puisqu'on n'est jamais parfait. Et donc, il faut reprendre finalement les différents points que j'ai évoqués et puis regarder quels sont les points sur lesquels on retravaille et puis continuer à avancer en itérant à chaque fois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, David. Il y a quelques questions, mais on va faire un peu vite, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Je vais poser la première de Valentin, qui, moi, m'a interpellé aussi dans ton discours. C'est comment le modèle de prestation peut réussir à attirer les talents quand le principal argument de mise en compétition reste le coût et le tarif, notamment dans les contextes agiles en plus. Donc, alors, attirer et retenir les talents, alors le coût et le tarif, c'est pas tout à fait vrai, parce que il y a cette notion de coût et de tarif. Mais comment on fait pour vendre quelque chose pas cher, pour avoir un coût finalement qui soit concurrentiel, parce qu'on n'est jamais pas cher, aussi en faisant de la marge. Il faut voir deux choses. Il y a le premier aspect,
c'est est-ce que j'ai optimisé mon travail? Et la première chose pour optimiser son travail, c'est de produire avec de la qualité, c'est-à-dire de produire ce qu'il faut produire dans les délais et sans avoir à y revenir 10 fois. Si je fais ça mieux que mon concurrent, je vais forcément coûter moins cher que lui. Et donc, je vais pouvoir être concurrentiel face à mes concurrents sans complètement casser mes prix en les divisant par 10 en n'étant pas rentable. Le deuxième aspect, c'est que oui, je vais essayer au départ peut-être de partir sur du MVP. Donc, je vais, par la qualité, mieux spécifier ce dont mon client a besoin tout de suite. Donc, du coup, le premier prix sera moins élevé parce que je vais faire ce que mon client veut et pas ce que j'ai imaginé qu'il avait envie d'avoir. Ce qui est souvent le cas, malheureusement. Et une fois qu'on a ça, on a un client, si on arrive à faire de la qualité, on s'aperçoit souvent que ce qui rapporte, en fait, c'est pas les clients, c'est pas d'avoir plein de clients pas chers, c'est d'avoir des clients fidèles qui vont rester et qui vont nous donner du travail régulièrement. Parce que quand un client est fidèle, qu'il est là, le travail tout le travail d'analyse, le client attend quoi? C'est quoi ses attentes? C'est quoi sa définition de la qualité? Comment il a envie de travailler avec nous? On ne le refait pas à chaque fois, ce travail-là. Ça, on l'a déjà fait. Donc, ça veut dire qu'un concurrent qui va venir va être forcément, va avoir tout ce travail à refaire, et donc il va être un petit peu plus cher. Et comment on attire les talents? On attire les talents aussi par la qualité. Parce que quand on livre des clients, que le client revient, qui félicite l'équipe, et qui nous donne des projets de plus en plus complexes, les gens qui sont chez nous, qui ont envie de rester, sentent que je vais pouvoir travailler, si je fais ces petits projets qui sont peut-être un peu frustrants au début parce que pas forcément très développés, en tant que QA, je vais pouvoir mettre en place sur le long terme, parce que ce client va nous faire confiance, il va revenir, il va nous écouter de plus en plus, je vais pouvoir développer mes compétences, je vais pouvoir m'intégrer un peu plus dans une équipe, et donc je vais pouvoir m'épanouir dans mon travail. Et quand on s'épanouit dans son travail et qu'on arrive à vendre des projets à des coûts qui sont les coûts de fonctionnement de notre entreprise, et qui donc sont des coûts normaux, finalement, équitables. Si on parle de relations clientèle, on parle d'équité finalement du coût, c'est-à-dire que ce que je vends, le client a l'impression que le prix, c'est le prix qui est adapté, c'est le sacrifice à faire pour avoir ça. Donc quand on dit on met 20% du temps sur la qualité, il y a des clients qui trouvent ça normal. Donc ils me disent, oui, c'est normal de prendre 20% du temps pour faire du test et de la qualité. C'est important. Et donc on a l'impression qu'il y a une reconnaissance du client. Et la reconnaissance du client, ça fidélise aussi les gens. Donc je pense que la qualité est une réponse, justement, pour la plupart des ESN et des entreprises de services, à cette histoire ce petit problème de mise en concurrence par les coûts. On a l'impression que c'est quelque chose de fondamental, alors qu'en fait, la réponse à ça, c'est de faire bien, et de faire bien le plus tôt possible du premier coup. Ok, merci. Je vais terminer du coup par une question où j'ai envie de rebondir. Dans tout le discours, tu as beaucoup utilisé le mot qualité. Ça va rejoindre un petit peu la question de Valentin qu'il a posée. Il en a posé une deuxième, je vais te l'afficher. Ça fait un peu le lien. J'ai du mal à percevoir, moi, comment assurer dans ce fonctionnement-là la production de valeur. Et pour rejoindre la question de Valentin, justement, la délégation n'est pas forcément anti-agile, mais comment on s'assure justement de faire cette production de valeur en réduisant la latence intrinsèque liée au modèle? Je ne suis pas sûr de comprendre la fin de la question, mais alors, comment est-ce qu'on produit? On produit parce qu'on aide les équipes à bien produire. Alors, un développeur, il sait comment produire souvent. Ce qu'il ne va pas savoir, c'est guider le client pour vraiment comprendre ce que le client veut. Et donc, si ce n'est pas ce que le client veut, il ne saura pas mettre en avant ses compétences et les utiliser au mieux. Donc, forcément, il y aura des ratés. Et puis, je ne sais pas ce que tu veux dire par délégation. Est-ce que c'est le fait de donner... Moi, de ce que j'ai compris du discours, c'est qu'on est dans un système de prestation. Un système de prestation, c'est une société qui fait appel à une société de prestation et donc qui délègue l'activité de testing à cette prestation. Donc, elle n'est pas en train de gérer directement cette qualité, ou tout le moins la partie testing, elle l'a déléguée. En fait, une de nos caractéristiques, c'est qu'on essaie de travailler le plus possible en contexte agile, et dans ce contexte agile, on implique le client au maximum.
Ça veut dire qu'on va faire des ateliers avec lui pour bien comprendre son besoin. On va l'accompagner tout au long pour qu'il spécifie bien. Et on va essayer de l'impliquer au maximum dans les textes. Donc, il nous délègue pas à la qualité. Il nous fait confiance pour organiser le projet en l'impliquant. C'est-à-dire en lui expliquant, en lui faisant comprendre. Il nous fait confiance pour que l'organisation qu'on met en face, avec des gens qui vont faire les tests d'intégration, les premiers tests, etc., les tests qui sont faits au niveau des développeurs, donc un QA qui va être là tout au long du process et qui va communiquer avec le client. C'est-à-dire qu'on va expliquer au client ce qu'on teste. On va lui dire qu'on teste ça, et on va prendre en compte ses retours. C'est-à-dire qu'il va nous dire, bah oui, mais pourquoi vous ne testez pas ça? Voilà. Donc il y a des fois où le client, en fait, aussi, il connaît très bien son métier. Puis des fois, il connaît même le métier des développeurs. Donc, ça veut dire que dans ce qu'il va nous faire comme retour, il y a des choses très pertinentes. Et on veut que les collaborateurs se sentent impliqués, valorisés, etc. Et en fait, c'est la même chose pour le client. Okay. Qu'un développeur va se sentir valorisé, le client va se sentir valorisé parce qu'on est là. Notre métier, c'est pas de juste installer une plateforme e-commerce. Notre métier, c'est d'aider le client à savoir qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place, comment il a envie de voir sa solution naître et fonctionner. Et c'est ça notre métier. Et c'est de l'accompagner. Et c'est ça notre vrai cœur de métier. Donc, on est clairement sur l'un des principes agiles, la communication et l'interaction des humains, plus que les outils et les processus. On est vraiment là-dessus, si je comprends bien le message. Parfait. Je te propose de clôturer là, puisqu'on a dépassé d'1 minute le timing. Je te remercie beaucoup, David, pour la présentation. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller sur Discord. Je ne sais pas si tu y es, David. Oui, j'y suis. Si les gens veulent te poser des questions, n'hésitez pas à les poser à David. Il se fera un plaisir d'y répondre directement sur Discord. Merci beaucoup, David. Merci. Bonne soirée à toi. Très bonne soirée. Au revoir. Et ainsi s'achève cette 3e édition de la Paris TestConf. Nous vous enverrons prochainement un sondage pour récupérer vos différents feedbacks pour toujours améliorer la Paris TestConf et peut-être une 4e édition l'année prochaine. On verra ce qu'il en sera. Et pour vraiment terminer, moi je voulais vraiment remercier donc sur ces 4 jours toutes les personnes qui sont venues en live, mais aussi en replay, voir les différentes conférences. Bien évidemment, remercier tous les conférenciers sur ces 4 jours. Mes partenaires d'animation, Farah, Simon et Thomas. Et bien évidemment, tout le staff qui a œuvré à la préparation de cette conférence. Alors, je vais les citer, je vais essayer de ne pas oublier parce que je les ai notés pour être sûr de ne rien oublier. Diana, Lucie, Lydie, Daphné, Arnaud, Yann et Mimoun. Donc, merci à tous. Ce fut vraiment 4 jours super passionnants, très agréables à faire de notre côté. Et comme le dit un célèbre réalisateur que moi j'apprécie vraiment beaucoup, vive le test! Bye bye tout le monde!